Salut à tous, on se retrouve pour la partie 6 du chapitre 5. Donc ici, on va parler un petit peu, donc on avait vu qu'il y avait des différences au niveau des résultats des élèves en fonction des pays. Donc ici, on va parler des modes de coordination ou bien des modes de gouvernance qu'on retrouve d'un pays à l'autre. Donc derrière l'idée de mode de gouvernance, on va retrouver un petit peu l'idée d'abord du financement. Donc est-ce que c'est un financement privé avec des prix qui vont fluctuer comme sur le marché? La plupart du temps, ben non. La plupart du temps, c'est un financement public et derrière ce financement public, on a encore différents types de gouvernance. Donc les 3 modes de gouvernance scolaire qu'on a vus, sont le plan ou planification centralisée, le contrat ou le contrat de gestion et le quasi-marché. Donc ça correspond, à ce qui est vu, en fait, dans les premiers chapitres. Je ne sais plus si c'était dans le 1 ou le 2, mais on avait vu ça avant, sauf qu'on avait vu le marché, pas le quasi-marché, donc ici, il y a quand même des petites nuances par rapport à ce qui avait été vu à ce moment-là. Et donc on commence avec le plan, qui s'appelle aussi expertise centrale. Donc ici, j'ai refait le petit schéma qu'il avait mis au tableau. Donc on voit bien qu'on a tout en haut le ministre. Ici, on a pris l'exemple de recteur, mais donc en fait, c'est des intermédiaires qui vont, à la fois, transmettre les directives qui viennent du ministère, mais aussi remonter les informations des écoles par rapport à tous les besoins en termes, d'éducation. Donc on voit cet étage-ci, vous avez les écoles et puis les élèves, et donc on va voir un petit peu niveau par niveau. Donc le ministre, beh, c'est vraiment là que se centralise tout le pouvoir. C'est lui qui va prendre, pas toutes, mais une majeure partie des décisions. Donc les recteurs, comme je l'ai déjà dit, font remonter, redescendre l'information. Les écoles, les enseignants, ce sont de simples exécutants. Ils ont confiance en l'intelligence, du ministre, du ministère, du cabinet, de la gouvernance, au sommet. Et les élèves, ils sont relativement passifs. Comment ça se fait qu'ils sont passifs? Beh, en fait, c'est dans ce système-là, en fait, les élèves n'ont pas le choix de leur école. Il y a des systèmes de zones scolaires ou de cartes scolaires, donc ils doivent aller dans l'école qui leur est assignée. C'est le principe qu'ils ont, en France. Et Et donc voilà, du coup, ils vont juste, dans l'école qui leur est assignée. Ils ne se posent pas la question de savoir, laquelle serait la meilleure ou non, en tout cas pas de base, puisqu'ils n'ont pas le choix. Donc historiquement, c'est le mode principal d'organisation. Donc jusqu'à, on le voit après, mais je crois que c'est vers dans les années 80 ou quoi, c'est le mode princi qu'on retrouve, là, quasiment partout. Donc il se base sur un modèle hiérarchique où le pouvoir est concentré tout au sommet, donc comme je l'ai dit. Et donc je mets bien intelligence ici entre parenthèses, puisque c'est vraiment, une idée qu'on a une confiance finalement dans ce sommet, on pense qu'il est compétent pour prendre ces décisions-là. Au niveau du ministère, donc le ministère, il s'informe sur les besoins scolaires, il mobilise une offre scolaire, donc il va une fois qu'il apprend ce dont on a besoin, qu'il sait combien, et il va se renseigner par exemple par rapport à la démographie, savoir combien est-ce qu'il y a de jeunes scolarisés, dans quel niveau d'enseignement et cetera. Et en fonction de ça, il va pouvoir mobiliser une offre scolaire, avoir quelque chose à proposer justement à ses usagers. Et c'est aussi lui qui va définir les programmes, qui va spécifier, donc c'est pas juste, dans les grandes lignes, là, c'est vraiment des dans l'idée que ce soit, beaucoup plus précis, même, quant aux démarches à suivre pour enseigner la matière et cetera. Il va décider des conditions, ça peut être, la façon dont les journées sont organisées, les horaires et cetera. Heu, il y a les structures intermédiaires ont quand même un rôle important puisqu'elles doivent beaucoup relayer les informations, que ce soit faire descendre, de nombreuses directives ou faire remonter les besoins vers le sommet. Les écoles et les profs, donc comme je l'ai dit, sont des simples exécutants, donc ils mettent en application les programmes, les spécificités des programmes, les conditions dans lesquelles on leur a demandé de transmettre la connaissance et cetera. Et les usagers, donc les élèves, eux, restent passifs, ils n'ont pas le choix de leur école et on a ce principe de zone et de carte scolaire. Donc, petites informations supplémentaires, en France, on a des recteurs, qui sont des relais régionaux, c'est pour ça qu'il est marqué recteur sur le schéma. Et ces recteurs, en fait, ils vont constituer donc cette structure intermédiaire. Ils vont assurer la bonne mise en place des décisions prises en amont. Euh, mais c'est pas non plus un système dans lequel tout est prescrit par l'algorithme central. Il y a quand même une certaine autonomie au niveau des écoles
et dans les classes, il se passe des choses que les gens en amont ne peuvent pas contrôler. Donc malgré qu'on ait imposé finalement un certain système, hem, beh, on ne peut pas contrôler tout ce que font les enseignants dans leur classe. Et toujours en France, donc là, les élèves, ils vivent sur un territoire qui est découpé en zones. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait avec, les zones ou les cartes scolaires. Donc chaque élève se voit assigner l'école la plus proche compte tenu de son lieu de résidence. Mais s'ils veulent échapper à ce système, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir déménager ou ils vont pouvoir prendre une boîte aux lettres fictive. Et heu et du coup, beh, en fait, avec cette idée de enfin, à la place de la mobilité scolaire qu'on pourra avoir dans un système un petit peu d'école libre ou quoi, on va avoir une mobilité où finalement, les gens vont déménager, ils vont aller s'installer dans d'autres quartiers pour avoir accès à d'autres écoles qui ont meilleure réputation ou quoi. Et du coup, on va se retrouver avec, une ségrégation plus forte parce que les élèves, par exemple, qui vont aller habiter, autour d'une école réputée, les loyers vont avoir tendance à monter, les prix des terrains aussi, et cetera. Donc tout le monde ne pourra pas forcément se payer, un domicile à proximité d'une bonne école et donc on va se retrouver avec, dans certaines écoles, beaucoup plus de gens aisés et dans les quartiers où les habitations coûtent moins cher, des écoles qui seront, peut-être fréquentées par, des gens avec un ISE plus faible. Donc voilà, d'où cette idée aussi de ségrégation. Ensuite, après le plan, on a le contrat de gestion, donc le petit schéma qu'il avait fait au tableau. Donc on voit qu'ici, en fait, on a supprimé les intermédiaires, on n'a plus les recteurs. Le ministre va directement enfin le ministre, le ministère, le centre va directement envoyer ces informations, aux écoles. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Beh, il va financer, donc l'argent vient toujours du centre. Il va autonomiser les écoles, donc il va leur donner plus d'autonomie, pour que chacun puisse prendre des décisions. Mais malgré tout, c'est le ministre, c'est le centre qui va continuer de fixer les objectifs à atteindre et donc les résultats qu'il espère obtenir, qu'il espère tirer des élèves. Et donc, pour pouvoir voir si les écoles font correctement leur travail et pour pouvoir quantifier finalement ces résultats, il va organiser des épreuves externes. On voit que dans ce modèle-ci, en fait, le ministre compte, enfin tout le système, en fait, compte sur l'expertise des enseignants. On se dit finalement, c'est peut-être quand même les enseignants, les personnels de terrain, et cetera, qui sont les mieux placés pour savoir comment mettre en œuvre l'enseignement pour atteindre les objectifs fixés par le centre. Ici, on voit toujours les élèves, ils sont toujours passifs. On est toujours dans un système où, on fonctionne avec des cartes scolaires et des zones scolaires. Donc Hops en version avec des petits mots dessus. Donc, c'est un système qui commence à apparaître à partir des années 80. Donc on délègue la gestion au quotidien, les inputs, donc c'est-à-dire si vous vous souvenez bien, on avait vu cette formule-ci. Donc tout ce qui est input, c'est tous les X, donc c'est ce qu'on a mis en place pour obtenir le résultat. C'est les investissements, la façon dont enfin tout ce qu'on met en place, quoi. Heu, donc il va déléguer ça aux écoles, qu'on considère comme étant les experts de terrain et on va parler de il a beaucoup utilisé le verbe autonomiser, donc dépense bête, pensez à le retenir. On va réduire, voire même complètement supprimer les corps intermédiaires, qui jusque-là servaient à descendre descendre les informations, les directives et cetera et à remonter, des données démographiques et diverses pour pouvoir, fournir une offre éducative. Donc forcément, si on a autonomisé les écoles, il y a beaucoup moins d'informations qui vont circuler, et donc on va pouvoir, se défaire de cette superstructure qu'on avait avant avec le plan pour quelque chose de plus léger. Donc le centre garde quand même encore un rôle, outre le fait qu'il finance, c'est lui qui va définir les grands objectifs. Il va mettre en place des évaluations externes pour pouvoir justement vérifier si ces objectifs sont correctement atteints. Donc ici, on va pouvoir reparler d'output si on se souvient bien toujours par rapport à la même formule. Les outputs, c'est le score, d'accord? Donc input, les X, output, les Y. Input, ce qu'on investit, que ce soit en argent, en temps, en méthode, et output, les résultats qu'on obtient. Souvent, c'est des scores qu'on fait à des examens, mais l'idée, c'est de voir finalement la quantité de capital humain accumulé. Et donc les usagers, toujours dans ce système, sont passifs.
ils n'ont pas le choix de leur école, il y a toujours le système de carte scolaire en place. Alors ensuite, une idée qui a progressivement émergé dans les politiques éducatives, c'est celle de faire intervenir l'usager dans le fonctionnement du système. Donc ici, l'usager, c'est les élèves. Et comment est-ce qu'on va les faire intervenir? En fait, simplement en leur donnant la liberté de choisir leur école. Donc, lorsqu'un élève ou ses parents ne sont pas satisfaits de l'enseignement reçu, ben, il va pouvoir décider de changer d'établissement. Et si de nombreux élèves quittent une école, ben forcément, ça peut fragiliser son fonctionnement et voire même entraîner sa fermeture. Donc on voit qu'ici, on compte sur l'expertise des usagers. Donc les élèves ne sont plus du tout passifs puisqu'ils peuvent eux-mêmes décider dans quelle école ils vont aller. Bah, le fait qu'ils puissent changer d'école, finalement, ça va introduire une forme de pression concurrentielle entre établissements, puisque, les établissements vont être un petit peu, amenés à vouloir faire mieux que le voisin pour attirer les élèves chez eux. Hem, donc on suppose avec ce système-là qu'il y a une certaine expertise chez les usagers et donc que les familles sont capables de faire des choix rationnels comme des quasi-consommateurs. Heu, mais malgré tout, on continue de penser que les professionnels de l'éducation sont mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire, lorsqu'il s'agit d'enseigner une matière. Donc on assiste un petit peu à un paradoxe où à la fois on compte sur l'expertise des usagers, mais on doute quand même parfois de leur capacité à évaluer ce qui est bon pour leur enfant. Heu, pour que cette logique fonctionne, il va falloir donner quand même donc aux écoles une certaine autonomie de gestion puisque si toutes les écoles doivent fonctionner de la même manière, il y a pas vraiment de raison qu'il y ait de concurrence ni rien. Si elles n'ont pas de pouvoir d'organisation, ben, elles ne vont pas pouvoir, répondre de manière, efficace aux besoins spécifiques des élèves, ni s'adapter à la concurrence et donc l'autonomie devient une condition pour rendre possible ce quasi-marché. Donc on a, comme dans le système du contrat, on a donc cette autonomisation. On va donc autonomiser les écoles et mais les écoles, la scolarité, finalement, c'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi dans un des premiers chapitres, c'est un bien d'expérience. Donc les usagers, beh, pour choisir leur école, idéalement, il faudrait qu'ils puissent les essayer pendant 6 mois, une première école, puis une deuxième école et enfin bon, le temps qu'on essaye 3 écoles, il s'est passé 1 an et demi. On va devoir envoyer des informations. Donc on envoie ici dans le schéma, donc on a autonomisé les écoles, on a laissé le libre choix. Financement à l'élève, j'en ai pas encore parlé, mais donc ces informations, donc ça veut dire qu'on va transmettre des informations par rapport aux résultats que produit l'école et donc en plus de ça, les écoles vont avoir un intérêt à attirer les élèves. Pourquoi? Parce que finalement, elles sont financées à l'élève. Donc on va instaurer cette idée de NTTP, cette idée de vouchers aussi, des vouchers, et donc l'argent va suivre l'élève. Donc si on regarde par rapport à la diapositive suivante, on voit donc, qu'au centre, c'est toujours l'État qui finance les élèves, mais cette fois-ci, à la tête de pipe, quoi, j'ai envie de dire. Donc, l'argent va suivre l'élève, vous êtes payé en fonction du nombre d'élèves que vous avez dans votre établissement. On fait des évaluations pour pouvoir informer les usagers puisque c'est un bien de service. Les écoles et les professeurs, ils gagnent en autonomie. Ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres, puisqu'il y a ce fameux risque de fermeture, de perte d'investissement, etc. Et on compte donc sur une certaine expertise des usagers, à qui on laisse le libre choix d'école. Et d'une certaine manière, en choisissant une école, ces usagers vont venir financer l'école, puisque les les crédits qu'on leur alloue, sont alloués à l'école, là où ils vont. C'est pas une somme par école, c'est une somme au prorata du nombre d'élèves inscrits dans l'école. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite.